Alors évidemment, la question du sens au travail, elle est de plus en plus aiguë dans tous les milieux professionnels. Elle nous oblige à nous interroger, à innover dans les pratiques. C'est aussi un magnifique défi et je me réjouis de cet échange qui va forcément être très dense avec tous les trois, puisque, bien sûr, de par vos expériences et vos domaines divers, nous allons pouvoir explorer cette question. Ce que je vous propose, c'est 5 minutes de propos liminaires à chacun, et puis, bien sûr, d'essayer d'être en mode table ronde pour la suite, et puis, bien sûr, nous essaierons de garder quelques questions, même si vous l'avez compris, je fais le temps est compté, et voilà, nous sommes obligés de tenir le timing. Alors, je commence par vous, Marianne Monchamp, en retrouvant mes feuilles. Donc, vous êtes la directrice générale de l'OCIRP, Union d'institutions de prévoyance qui a été créée en 1967, incontournable dans la prévoyance des risques lourds de la vie. Vous êtes une femme politique, vous êtes grande spécialiste des questions de protection sociale, vous avez dirigé pendant 5 ans la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, vous avez été députée UMP du Val-de-Marne, et bien sûr, secrétaire d'État à 2 reprises, chargé des personnes handicapées et quelques années plus tard, chargé des solidarités et de la cohésion sociale. Pour vous, la question du sens du travail s'inscrit dans l'intrication de la sphère privée et de la sphère professionnelle. Je pense que c'est intéressant de commencer par vous pour cadrer un peu le sujet et le regarder avec une certaine hauteur, et puis nous resserrons petit à petit avec nos invités. Alors, expliquez-nous cette intrication. Déjà, merci beaucoup et merci Sybille Lemaire de me donner la chance une nouvelle fois, mesdames et messieurs, d'être parmi vous pour cet échange. Déjà très très riche ce matin, je suis encore sous le coup de l'étude de l'IFOP et de la communication de Jérôme Fourquet qui fait beaucoup réfléchir et qui renvoie à la question que vous me posez et à laquelle je vais tenter de répondre. Je pense que quelque chose s'est passé qu'on n'a peut-être pas tout à fait appréhendé, regardé, qui, on le dit partout, a changé assez profondément le travail. Les postes évoluent, les activités se transforment, mais la représentation du travail a bougé dans notre société. L'étude que commentait Jérôme Fourquet le montre, mais sous l'effet de plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que l'entreprise taylorienne, l'entreprise industrielle avec son emploi posté, était conçu et perçu comme un monde clos, comme un monde fermé. On y entrait en montrant patte blanche, on en sortait en précisant l'heure à laquelle on en sortait, et c'est une réalité qui continue d'exister dans beaucoup d'organisations, d'ailleurs il faut le dire, avec une comptabilisation très précise à la minute près du temps de travail et une véritable assignation à une organisation du poste fondée sur une déclinaison des tâches. Il n'y a qu'à voir ce qu'est une description de poste dans une fonction RH. On est allé effectivement avec toute l'école dans les années 80, vous savez, des DRH, à normer de manière extrêmement précise et sophistiquée le pilotage du travail dans l'entreprise, avec des choses qui parfois peuvent sembler, avec le recul, un peu délirantes, mais qui ont eu leur utilité et qui ne sont pas complètement démonétisées aujourd'hui. Je pense à toutes ces logiques de pesage de poste. Enfin, c'est assez intéressant de regarder la sophistication qu'on a apportée à ça. Donc une entreprise monde clos et une entreprise dans laquelle la norme, la verticalité et d'une certaine manière la sophistication de l'assignation à l'activité était de règle. Et puis des événements sont intervenus de nature extrêmement puissante, me semble-t-il, qui ont bouleversé cela. Et de fait, la question du sens au travail a perdu de sa transcendance, c'est-à-dire tout le monde ne regarde plus en haut pour savoir ce à quoi tout sert, mais une dimension de l'ordre de l'interprétation de l'activité, de l'ordre de la liberté d'interprétation est intervenue, renforcée par le fait que l'information du dehors est arrivée tout le temps sur le lieu de travail. C'est l'usage du smartphone qui fait que si le petit dernier a de la fièvre, vous le savez, dans la nanoseconde, là où hier, il fallait attendre d'aller à la crèche le récupérer pour savoir que le petit avait été malade. Parfois, il y avait un coup de fil qui arrivait en disant « venez le chercher d'urgence ». Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toute information qui se passe dans le vaste monde, vous l'avez en temps réel. Et donc, de fait, cette idée qu'il y avait deux mondes,
le monde du dedans de l'entreprise, le monde du travail versus le monde du dehors, le monde de la société en général qui vivait sa vie pendant que vous travaillez, ben ça n'a plus aucun sens. Et donc, cela, et je n'irai pas plus loin, on va en reparler, mais cela a des conséquences terribles. Quand on parle des pénibilités, on continue d'avoir aujourd'hui des représentations très liées à l'activité. Mais en vérité, si votre situation personnelle se dégrade, votre sensibilité à la pénibilité de votre travail bouge. Et à travail équivalent, vous n'allez pas avoir la même perception de ce qui va être pénible. Si vous avez un gros problème personnel, il va être très pénible de devoir faire quelque chose à une heure dite. Si ça va bien pour vous, merci. Même si c'est assez difficile de faire ce que vous avez à faire, vous n'aurez pas du tout la même évaluation de cette situation de pénibilité. Je ne vais pas plus loin, mais c'est juste pour donner quelques petits repères, quelques petits indices, pour dire pourquoi cette question du sens, je crois, on ne peut pas l'aborder sans repenser différemment la question du travail tel qu'aujourd'hui nos concitoyens et nous-mêmes, nous le vivons. Merci pour ce tableau qui nous plonge déjà dans la thématique et je crois que vous aurez pas mal de choses à dire sur cette intrication, Valérie Decaux. En attendant, je vous présente Jean-Baptiste Barfetti. Vous êtes énarque, vous avez travaillé à l'Inspection générale des affaires sociales de 2016 à 2020 et dans cette période, c'est aussi à ce moment-là que vous avez travaillé sur un rapport qui a fait date, le rapport Nota-Sénar, remis en mars 2018, de grandes personnalités qui avaient été mandatées par le gouvernement pour réfléchir aux enjeux d'entreprise et d'intérêt général. Ces conclusions ont prospéré, entreprise à mission, raison d'être des entreprises. Vous ne vous êtes pas arrêté là, parce qu'à partir de là, vous êtes convaincu qu'il faut aller plus loin et qu'il faut travailler au plus près des salariés, des individus dans l'entreprise qui cherchent du sens dans leur travail. Donc, en 2003, vous fondez avec l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, donc Nicole Notat, et le président du conseil d'administration de Renault, Monsieur Sénard, et 10 entreprises qui comptent tout de même 1 million de salariés, le projet Sens. Concrètement, vous accompagnez une quinzaine d'entreprises autour de ces enjeux. Et je vous laisse nous expliquer le cœur de ce travail, mais bien sûr qui résonnera aussi pour notre table ronde sur qu'est-ce qu'on met derrière la question du sens du travail. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a remis un rapport d'ailleurs ici même à Bercy, donc ça nous fait des souvenirs. Et c'est vrai que dans ce type d'exercice de table ronde comme aujourd'hui, où on présentait ce rapport dans des entreprises ou dans des collectifs comme ça, on a eu des retours de salariés de plus en plus avec les années qui nous interrogeaient de plus en plus sur la question du travail. C'est-à-dire qu'on était parti du sens finalement dans la gouvernance, à la tête de l'entreprise, quelle direction, quel sens peut impulser la direction avec tous ces dispositifs. Donc on est allé très loin, comme vous l'avez rappelé, puisqu'on a proposé et on a été suivi de modifier le Code civil pour que les sociétés tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Mais voilà, ces salariés nous disaient, un peu dans les couloirs, on est fiers que notre entreprise s'engage, mais ça ne change pas la face de notre travail. Et à force d'avoir ce retour d'expérience et de voir quand même dans l'actualité cette question du travail se densifier et revenir sur le devant de la scène, on a eu cette initiative que vous avez mentionnée. Pour rentrer très vite dans ce sujet, on aime bien poser la question du auto. Qu'est-ce qu'on ferait chacun en cas d'un gros gain qui nous permettrait de vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours? Non pas sur le mode de la consommation, de avoir, mais ce que l'on ferait de sa vie professionnelle. Et ça pose des questions plus profondes d'être, d'identité. En fait, cette question n'est pas rhétorique et est suivie par beaucoup de chercheurs sur longue durée, avec des échantillons de plus de 10 000 personnes. Et aujourd'hui, il y a à peu près 2/3 des répondants qui disent qu'ils continueraient leur travail. Donc on a une baisse depuis les années 80. Et ce qu'on aime beaucoup avec ce chiffre, c'est que c'est la même proportion que quand on interroge les gens sur est-ce qu'ils trouvent du sens dans leur travail. Donc ça donne finalement une première piste qui est un travail qui a du sens. Ça pourrait être d'abord un travail que l'on fait pour le sport, pour la cause, vraiment pour la mission qu'il y a derrière.
ça ne veut pas dire que c'est un job de rêve. On pense, tout à l'heure, on a cité la question des aides-soignantes. Ce sont des personnes qui ont un métier, d'ailleurs, elles le disent souvent, qui a beaucoup de sens, comme beaucoup d'autres, et elles vont à côté se plaindre peut-être de conditions de travail, de conditions de rémunération. On a là les 3 grands facteurs de réalisation dans le travail: rémunération, bien-être, mais aussi le sens, qui avait été jusqu'à présent un peu mis de côté dans ces réflexions. Nous, on avait, dans le même type de baromètre que vous avez cité, le chiffre donc de 43% des actifs en France qui envisagent de quitter leur emploi pour un autre qui a plus de sens. C'est un chiffre qui nous a fait beaucoup réagir dans ce collectif. Certains DRH autour de la table m'ont taquiné en disant oui, mais ils envisagent. La question, c'est quel est le passage à l'acte. Donc, on est allé voir les statistiques du passage à l'acte. On a simplement les chiffres pour les cadres, c'est les chiffres de l'APEC. Depuis une dizaine d'années, on a à peu près 22% des actifs qui ont quitté leur CDI dans les 18 ou 24 mois de leur prise de poste pour cette raison. Donc on arrive quand même à un passage à l'acte qui est là aussi assez massif. Et là, je rejoins ce que disait Marianne Monchamp à l'instant. Dans les témoignages, on a des personnes qui expliquent que finalement, il y a un déclin des grandes réponses collectives, des grandes institutions, Église, État, partis, syndicats, et les individus qui vont chercher ces réponses à leur échelle individuelle, en croisant différents engagements familiaux, associatifs, et dans leur travail, et que donc ils attendent que leur entreprise et que leur poste répondent à cette quête de sens, qui était beaucoup moins le cas il y a quelques décennies. Il y avait moins d'attentes. L'autre raison qui a été avancée, là aussi ça a été dit dans la table ronde précédente et par Marianne Monchamp, c'est avec le travail hybride, le travail à domicile. Les personnes vont de plus en plus juger leur travail, non plus seulement selon des critères professionnels, mais selon leurs propres critères personnels, leurs valeurs. Il y a cette tendance de plus en plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais après ces constats, on a posé dans un rapport qui est téléchargeable gratuitement sur Internet 3 grands leviers pour répondre à cette quête de sens. Je pourrais en parler tout à l'heure, que sont la finalité, le contenu du travail et le management. Merci beaucoup d'avoir ainsi complété le tableau avec des choses très concrètes. Notre dernière invitée, Valérie Decaux, merci beaucoup d'être là. Philippe Val, le PDG de La Poste, n'avait pas pu venir et nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Vous êtes donc la directrice des ressources humaines du groupe. Je rappelle que La Poste, c'est une entreprise à mission, qu'elle est 100% publique, détenue à 66% par la Caisse des dépôts et 34% par l'État. C'est aussi 238 000 collaborateurs dans le monde et 190 000 en France. Après une longue expérience donc, dans les ressources humaines dans de grandes organisations, vous avez rejoint La Poste en 2019. Vous avez mené de nombreux chantiers qui vont faire écho évidemment à la question qui nous rassemble aujourd'hui, sur la mobilité interne des postiers. On parlait de l'importance tout à l'heure avec l'enquête de l'IFOP de la question des perspectives, sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, sur les métiers d'avenir, la data, l'IA, on en a aussi parlé ce matin. Et comme vous le rappelez, et je crois que là, ce qu'a dit M. Barfetti fait écho aussi, il y a tout un enjeu à articuler les grandes valeurs de l'entreprise, et La Poste n'est pas n'importe quelle entreprise, avec les attentes concrètes des individus. Comment est-ce qu'à La Poste, vous arrivez à embrasser ces divers enjeux ? Merci Sybille pour l'invitation et bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je vais reprendre ce qui vient d'être dit précédemment parce que ça me semble être parfaitement dans la réalité très actuelle des problématiques des entreprises. Donc je vais tâcher de donner des exemples un peu concrets. Mais ce que nous percevons, ce que moi je perçois aujourd'hui, c'est qu'à la fois
fois, il y a une attente effectivement beaucoup plus forte, plus clairement exprimée, et à tous les niveaux de l'entreprise, hein, qu'il s'agisse, on va dire, des métiers de terrain ou des cadres dirigeants, de cohérence entre les valeurs affichées par l'entreprise, les résultats concrets obtenus par celle-ci, donc vraiment, et si je parle de la Poste, c'est la proximité, le lien, le quotidien, donc toutes ces dimensions en fait, hein, qu'on retrouve au travers de divers métiers, que ce soit les facteurs, que ce soit les chargés de clientèle à la banque postale, etc. Donc on a cet ADN qui est très puissant. On a des valeurs, effectivement, avec nos missions de service public, mais pas que, puisqu'on exerce aussi hein, dans le domaine concurrentiel, très fortement, le colis, la banque, l'assurance. Mais en tout cas, ce que moi je perçois, c'est des attentes sur des valeurs, ce que vous citiez, hein, l'investissement de l'entreprise sur le développement durable. La Poste est numéro 1 mondial, on ne le sait pas assez, toute agence de notation confondue, sur la dimension verte, développement durable, RSE. Hein, on essaye de tenir le podium. Donc ça, c'est une dimension qui est importante. Faut-il encore que dans le concret, dans le quotidien, ceci ait du sens et des réalités dans l'entreprise? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une exigence plus forte, il me semble, entre ce qui est affiché, ce qui est dit, et puis les résultats concrets. Idem en matière d'égalité professionnelle, d'égalité salariale, où à la Poste, notre écart de salaire entre les hommes et les femmes varie de 0,2, plus 0,2, moins 0,2% selon les années ou selon les salariés ou les fonctionnaires, qui ne sont que 30% hein, dans notre groupe. Idem en matière de politique handicap. La Poste est le premier employeur, c'est 14 000 postiers en situation de handicap. Donc cette exigence de cohérence entre ce que l'on dit et la réalité observée au quotidien par les salariés. Et puis l'autre dimension qui me paraît vraiment très puissante aujourd'hui et donc forte à la fois pour l'attractivité et la fidélisation, puisqu'on est maintenant dans un marché de l'emploi qui est en train de bouger, eh bien c'est que au fond le salarié, j'exagère un peu, mais est plus client aujourd'hui. En tout cas, est dans une posture, et je le comprends parfaitement, d'être un et un seul. C'est-à-dire que cette dichotomie que vous citiez, Madame, sur avant, il y avait le travail et puis la vie par ailleurs. Et aujourd'hui, par les technologies, par le changement d'époque, le marché du travail aussi, hein, qui s'est un peu retourné, eh bien, les salariés, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient facteurs ou qu'ils soient cadres dirigeants, eh bien, ont besoin et souhaitent, et c'est une attente, d'être pris en compte dans leur globalité. C'est-à-dire qu'au fond, quand on vient travailler, eh bien, on ne vient pas simplement exécuter un contrat de travail, c'est plus que ça. Et donc, la nécessité pour les entreprises, eh bien, de les écouter dans toutes leurs dimensions. Et je vais donner un exemple parce que la Poste a été pionnière sur ce sujet, qui rejoint aussi la question des seniors, c'est la question des aidants. Aujourd'hui, un salarié sur 10 est aidant. Et en 2030, ce sera 1 sur 4. À la Poste, la moyenne d'âge, c'est 48-49 ans. Ça veut dire que c'est un âge moyen assez élevé. À partir duquel on peut commencer à avoir des parents dont il faut s'occuper. Et cette dimension qui est très personnelle, qu'on le veuille ou non, elle interfère dans le travail. C'est une réalité. Et donc la question des entreprises aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec. C'est-à-dire que si on veut l'engagement des salariés, c'est prendre finalement, au-delà des salariés, mais les personnes dans toutes leurs dimensions,
pour leur permettre de continuer de travailler et aussi d'être performants. Si je raccroche à quelque chose qui est très identitaire pour l'entreprise, la performance économique, ce qu'on va générer comme résultat. Et sur la question des aidants, la Poste a été pionnière. Dès 2015, nous avons eu des dispositions autour de la question des aidants. Voilà, et je vais citer quelques exemples. La Poste met sur la table chaque année 1000 jours disponibles pour l'ensemble des postiers, et les autres salariés, on connaît ce dispositif depuis un certain temps, peuvent abonder, donc ça donne du temps à ceux qui en ont besoin. On a créé un certificat d'aidant, voilà, donc qui matérialise les choses et qui donne des opportunités concrètes d'avoir une participation de l'entreprise via des CESU pour des prestations d'aide à domicile, pour la vie quotidienne dont les gens ont besoin. Donc voilà, c'est intégrer aujourd'hui véritablement les salariés, les personnes dans leur globalité pour créer de la performance. Et ça, c'est quelque chose sûrement, effectivement, qui est apparu plus fortement, sûrement depuis le Covid. Voilà. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux en rebondissant sur ce que vous dites, Valérie Decaux. Ce genre de politique quand même très ambitieuse, j'imagine coûteuse, bon, où vous pouvez vous retrouver évidemment dans la motivation des salariés. Est-ce que c'est crédible à l'échelle d'une société que les entreprises prennent ça à bras-le-corps et mettent des politiques aussi ambitieuses pour que les salariés, effectivement, puissent se retrouver dans leurs attentes privées, personnelles, familiales, et que ce soit compatible avec la performance des entreprises. Là, évidemment, à la Poste, on l'entrevoit, mais dans des entreprises plus petites, plus modestes, l'un et l'autre, peut-être, Marianne Monchamp ? Mais enfin, on évoquait, en commençant nos travaux d'aujourd'hui, la question de l'emploi des seniors. On évoque la transition démographique. On évoque des tensions multiples, des fractures multiples, des conflictualités. Alors évidemment, a-t-on le système qui va nous permettre de mesurer l'impact de cet investissement dans une évolution organisationnelle extrêmement profonde, paradigmatique, vraiment, là, c'est pas de la communication dont on parle, hein. Ça risque de ne pas être suffisant. Là, il s'agit d'une véritable inversion des normes, au fond, pour être capable de prendre cette dimension très ascendante de la contribution de l'individu à une organisation, en recherchant effectivement une cohérence entre l'objet même de l'organisation et sa responsabilité sociale et sociale, et la contribution de l'individu en lien avec son propre accomplissement. C'est un changement d'ampleur, mais j'ai envie de dire, sous réserve qu'on arrivera à en mesurer l'impact, il est évident que la résolution, le traitement de cette conflictualité n'est pas une option, si vous voulez. Ça n'est juste pas une option. Et je pense que, enfin, je crois qu'il faut être conscient qu'aujourd'hui, les entreprises vivent une recrudescence des arrêts de travail. Que les entreprises sont en train de se creuser la tête pour savoir comment elles peuvent traiter des conflictualités du travail d'une nouvelle forme autour précisément de tout ce qui va relever du harcèlement et de l'incompatibilité au fond de la poursuite d'un contrat de travail. Ces signaux doivent être perçus comme des éléments symptomatiques, je crois, du fait que cette équation-là, elle n'est pas encore résolue. Pour moi, l'une des violences ultimes au travail, c'est le déni de l'œuvre. C'est le fait qu'on dise à la personne au travail, je ne vous demande pas si on va regarder ce que vous avez fait, je vais analyser la relation et l'énergie que vous allez mettre à la tâche. On parlait de l'aide à domicile et Thibaut de Saint-Blancard est à cet égard extrêmement inspirant. Lui qui a inventé au fond un modèle où l'auxiliaire de vie, celle qui a la relation totalement personnelle à la personne âgée en perte d'autonomie, est capable de développer des habiletés, des ingéniosités qui dépassent totalement les contraintes du modèle. Ces ingéniosités le font vivre
et font qu'à l'heure où les financements sont extrêmement étroits, faut-il le rappeler, les comptes sociaux sont fragiles, faut-il le redire, le système réussit par une espèce de prouesse à tenir quand même. Pendant la crise Covid, l'auxiliaire de ville n'avait pas de masque. Elle faisait la queue à la pharmacie pour pouvoir avoir son masque et elle finissait quand même par arriver chez la vieille dame à l'heure où il fallait la faire manger. Vous voyez la relation entre la tâche, l'organisation du travail et cette notion d'œuvre et de reconnaissance de la contribution qui doit impérativement, à mon avis, inspirer nos réflexions, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, inspirer notre système de protection sociale, inspirer les relations du travail et inspirer également le rôle des partenaires sociaux qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas précisément à sa place, si vous voulez, sur ces enjeux. C'est très important, oui, que vous nous disiez qu'est-ce qui incombe à chacun, mais peut-être avant, Monsieur Barfetti, sur la question de l'œuvre, est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans le projet Sens? Et est-ce que là où on compte sur les salariés, sur les actifs pour prendre sur eux dans des périodes de crise comme le Covid, est-ce que ça peut durer encore longtemps si on ne reconnaît pas la qualité de leur travail et si on ne les aide pas à vivre cette réalisation, cet accomplissement? Ça pourrait durer encore longtemps, mais de façon très dégradée. Ouais. Et donc, je me retrouve totalement dans ce qu'a dit Marianne Monchamp sur... Alors, c'est pas dit comme ça, c'est joliment dit. Un des pires problèmes dans le travail aujourd'hui, effectivement, le déni de l'œuvre, c'est très bien dit. Alors, nous, c'est pas exprimé comme ça dans les échanges avec les salariés, mais ils disent exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire que, je vais rebondir sur le titre de la table ronde, comment l'entreprise répondait à la demande de sens. Nous, on formerait plutôt comme une quête, c'est-à-dire que l'entreprise peut mettre un certain nombre d'outils à disposition, et la Poste en a cité beaucoup. D'ailleurs, la Poste fait partie du collectif d'entreprises du projet Sens. Mais c'est aux salariés, dans son collectif de travail, d'aller chercher ces outils et de se demander où est-ce que lui, il va perdre du sens dans son emploi actuel et comment il va en trouver. Ça va beaucoup dépendre des métiers, des cultures d'entreprise et du ressenti très subjectif de la personne. Tout à l'heure, vous posiez la question de la crédibilité de la capacité à répondre pour les entreprises de toute taille. Marianne Monchamp a répondu à l'exigence, donc je ne vais pas revenir dessus. Ces problèmes vont beaucoup dépendre en fonction des secteurs et des tailles d'entreprise. On a eu beaucoup de retours dans les grandes entreprises sur la bureaucratisation. Tout à l'heure, il y a eu un témoignage fort de bureaucratisation du point de vue de l'usager, finalement, du client, du citoyen. Mais ce témoignage, on le reçoit des centaines de fois, du point de vue du salarié. La validation de la moindre tâche est à un niveau sidérant. Je passe plus de temps à justifier de mon travail plutôt que de faire. Enfin, j'ai plein de citations comme ça de salariés qui me reviennent. Ça, ce sont des choses qui viennent de plus en plus fréquemment, en général avec la taille de l'entreprise. Mais il va y avoir donc moins ces difficultés dans les PME qui vont être confrontées à d'autres défis. La qualité du management là, va être un défi. La capacité à avoir de la mobilité tout au long de sa carrière va être plus difficile dans une petite. Donc vous voyez, en fonction des détails et des secteurs, les défis sont différents. Comment ça résonne pour la Poste précisément? J'y reviens parce que je trouve qu'effectivement cette question du déni de l'œuvre, elle est fondamentale. Est-ce que cette notion d'accomplissement, si je le dis d'une autre façon, comment vous la prenez en compte? Et oui, principalement ça. Puis on reviendra sur les leviers. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le salarié
a besoin dans le quotidien, dans son quotidien de travail, d'un certain nombre de pouvoirs d'agir. C'est-à-dire que le sens au travail, bien sûr, il s'appuie sur les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'on s'y reconnaît? Il s'appuie sur est-ce que ces valeurs, elles sont réelles, c'est-à-dire qu'elles sont traduites dans la réalité? Est-ce qu'on fait ce qu'on dit? Donc le fameux walk the talk des Anglais. Et puis, est-ce que au quotidien, dans mon job, j'ai du pouvoir d'agir, du pouvoir de comprendre ce qui se passe, en quoi ma contribution à moi, si j'occupe un métier de terrain, est-elle indispensable à la réalisation globale? Et ça, effectivement, c'est à la fois du travail des équipes de direction, qui doivent absolument impulser le fait de donner de l'info, d'expliquer la stratégie de l'entreprise, de donner des marges de manœuvre, de l'autonomie, etc., dans la réalisation de tout poste, parce que ça me semble absolument fondamental. Veiller à ce que les relations au travail soient de qualité. On a tous connu à un moment voilà, des relations tendues avec les collègues, la hiérarchie, mais ça vous empoisonne la vie et le sens disparaît. Donc il y a des prérequis absolument fondamentaux qui sont aussi importants de mon point de vue que la question de la valeur, du sens, un peu au sens... oui, le travail, de mon point de vue, peut transcender la vie quotidienne, mais à une condition... c'est que dans le quotidien de travail, les conditions de travail matérielles soient bonnes, ou en tout cas me conviennent à moi. Et encore une fois, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans des logiques d'individualité que de collectif. Et ça, c'est un changement aussi pour les entreprises. Les entreprises avaient l'habitude... J'avais l'habitude de considérer des populations entières. Aujourd'hui, on voit qu'il faut qu'on s'adapte parce que les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Et puis, un dernier point qui me semble important, c'est que au-delà du quotidien et des marges de manœuvre, du pouvoir d'agir et du sens au quotidien, à quoi je sers, moi, quelle est mon utilité dans la chaîne de valeur, c'est est-ce que j'ai des perspectives ? Ça, c'est un truc fondamental. Si vous vous dites que toute votre vie, alors ça peut correspondre à de la sécurité attendue et citée par Jérôme Fourquet, mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui peuvent avoir envie de se projeter. Après, ils le font pas. Mais cette capacité à donner de la perspective, il me semble que c'est quelque chose de fondamental. Alors, merci pour cette entrée aussi dans l'entreprise elle-même. Sur les leviers, Marianne Monchamp, que vous commenciez à évoquer, est-ce que vous pouvez dresser des pistes pour voir comment est-ce que collectivement on travaille cette question de la conflictualité et encore une fois d'articuler les attentes des salariés et des grandes valeurs de l'entreprise? Je trouve très, très stimulante la question du pouvoir d'agir et du renforcement du pouvoir d'agir, parce que ça, non seulement ça me semble extrêmement, extrêmement structurant, mais je pense que ça permet d'interroger tous les leviers traditionnels pour regarder comment ils pourraient se transformer. 10 minutes. De fait, on peut regarder un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'organisation de la formation professionnelle, fondée essentiellement sur l'acquisition de la compétence professionnelle, de la compétence technique ou même des savoir-faire, amène à des réflexions qu'on voit pointer dans certaines entreprises autour de logiques plus académiques. Où là, on passe effectivement de la logique de la transmission des savoirs à une logique qui renvoie là encore davantage à l'idée de l'accomplissement ou à l'idée de l'œuvre et qui valorise effectivement cette dimension interprétative que la personne peut apporter dans son, comment dirais-je, dans sa contribution professionnelle. La question évidemment du dialogue social et de la possibilité de choix. A-t-on le choix? Et comment le choix va-t-il pouvoir réellement s'exprimer dans la démocratie interne
et dans l'ensemble du dialogue social que l'entreprise est capable de soutenir, de mettre en œuvre, ou en tout cas de faire émerger. La question également, Sybille Lemaire le pointait tout à l'heure, du système de protection sociale et au fond de l'équipement qu'on peut proposer aux différents salariés dans une organisation pour tout simplement veiller à ce que les conditions de sécurité personnelle ou de sécurisation personnelle, la réassurance personnelle soit véritablement garantie. Convenons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rabâcher sur la protection sociale dans les entreprises et en particulier sur la question de la prévoyance. On est dans des visions très normatives, très convenues, où on se raconte toujours les mêmes choses. Est-ce qu'on a vraiment exploré des terres nouvelles qui permettraient effectivement d'amener la négociation sociale vers d'autres sujets? Et puis pour terminer, parce que je ne peux pas m'empêcher et que j'avais une consigne sur les sujets, donc je vais tenter de l'ignorer, les partenaires sociaux qui aujourd'hui regardent le travail, c'est leur vocation, c'est leur rôle, c'est leur mission, ils sont là pour ça. Mais à force de ne regarder que le travail, on finit au fond par se priver de faire monter dans la négociation sociale d'autres considérations. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur les questions de perte d'autonomie liée à l'âge et de la manière dont l'assureur, et en particulier l'assureur non lucratif, et en particulier les institutions de prévoyance que je représente un tout petit peu ce matin, peuvent apporter une contribution là-dessus. Tant qu'on cessera de se dire qu'au fond, le vieillissement, il se joue quand on est jeune et quand on est actif, et que c'est par la manière dont on prévient et dont on équipe la question effectivement du vieillissement futur qu'on peut régler pour partie au moins les déséquilibres qu'apporte le vieillissement démographique des sociétés occidentales, mais pas simplement, eh bien on n'aboutira qu'au constat d'impasse et d'insuffisance collective qui peuvent plonger une nation dans le désespoir. Donc là, je vais sur des sujets plus généraux, mais si vous voulez, je crois que c'est en partant précisément de cette approche, comment dirais-je, honnête, rigoureuse, fondée sur un constat d'une réalité, que l'on peut en effet identifier comment les leviers d'aujourd'hui peuvent être transformés et comment ils peuvent se voir assigner de nouvelles perspectives et surtout de nouveaux enjeux. Bon, c'est un appel en fait, un collectif. Alors, il reste 5 minutes, donc on va passer aux questions et puis j'espère que vous pourrez compléter, Monsieur Barfetti. Est-ce que vous avez une ou deux questions dans les 5 petites minutes qui nous restent? Oui, monsieur. Bonjour, Nicolas Champessier de Rive, le Joyau Seigneur. Vous avez parlé avec beaucoup de pertinence du pouvoir d'agir et de reconnaissance de l'œuvre comme des leviers importants, des transformations nécessaires, etc. Comment est-ce que ces grandeurs-là pourraient apparaître dans les indicateurs? Sybille Lemaire a parlé tout à l'heure d'indicateurs de Club Lourdois. Comment est-ce qu'on pourrait ajouter ces notions-là et les mesurer? Est-ce que... Oui, je comprends. Ça a du sens, Monsieur Barfetti, ça? Est-ce qu'on peut le calculer? Est-ce qu'on peut l'évaluer, le recenser? Alors, il y a toujours un moyen, mais c'est vrai que ce qui remonte beaucoup, c'est justement un travail trop réduit à ces indicateurs, à ces reporting, à ces process. Donc il faut arriver à capitaliser sur tout ce qu'on a dit et je comprends bien la demande derrière, d'arriver à embrayer sur une pratique. Donc si on veut peut-être faire rentrer dans ces processus et ces indicateurs, peut-être la piste du dialogue professionnel, de partir du ressenti des salariés et d'un dialogue dans l'équipe sur justement comment arriver, quels sont les critères du travail bien fait et quelles sont les conditions pour y arriver. Et sur ça, on peut poser des indicateurs de voilà, est-ce que la question a été soumise, est-ce qu'on a eu le temps d'en discuter. Ça, c'est des choses qui sont proposées, par exemple, dans les assises du travail qui ont été réalisées par le ministère du Travail, et notamment avec Jean-Dominique Sénard et puis Claire Thierry du CESE. Oui, donc c'est presque ménager des espaces, finalement, plutôt que de se réduire aux chiffres. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Peut-être vous pouvez prendre un petit micro, voilà, le tourner vers vous, sinon on ne vous entendra pas.
J'avais une question à poser à Madame Decaux en particulier. Donc, je suis Madame Enouda de Horizon Associés. Nous sommes une entreprise qui travaille à la promotion des seniors et nous sommes engagés dans une lutte commune en lien avec les politiques publiques. Et donc, sur la question, vous avez évoqué la fidélisation tout à l'heure. J'ai trouvé que le propos était très intéressant. Et j'aimerais peut-être que vous puissiez approfondir un petit peu la question de l'utilité de ce critère, de la fidélisation, dans un contexte de globalisation totale. Est-ce que dans les grands groupes, par exemple, dont vous êtes représentante, est-ce que nous avons toujours ce critère qui reste pertinent dans un contexte de mouvance extrême, de rapprochement des sociétés, des groupes, etc., les conglomérats, et puis d'une manière générale dans un contexte de globalisation qui devient de plus en plus intensive. Bien compris, Valérie Decaux. Merci. Moi, je crois que la fidélisation aujourd'hui, avec ce shift du marché du travail, devient une préoccupation. C'était pas forcément le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça l'est. Les questions d'engagement de la part des salariés et de façon durable, moi, je pense que ce sont des éléments très fondateurs, encore une fois, de la performance économique de l'entreprise, sous réserve que les entreprises soient en capacité de s'adapter aux individus et puis à l'évolution du monde au travers de perspectives, des nouveaux métiers, etc. Mais oui, aujourd'hui, c'est une des questions que tous les DRH se posent. Comment retenir les salariés, comment leur donner envie, comment les engager durablement. C'est un vrai sujet. Un grand merci à tous les trois. Je crois qu'on est obligé d'arrêter. Merci. Mille merci.